la Maison-Blanche a expliqué les actions à venir. Si la Russie n'accepte pas un cessez-le-feu ou un règlement pacifique en Ukraine dans les 50 jours, les États-Unis imposeront des tarifs et des sanctions sévères. Ces mesures viseront les pays achetant du pétrole russe, ce qui affectera gravement l'économie de la Russie. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, l'a déclaré. Karoline Leavitt a souligné que Donald Trump cherche une résolution diplomatique du conflit, déployant des efforts importants pour mettre fin à la guerre et sauver des vies. Lundi, le président a annoncé que si la Russie ne respecte pas les conditions dans les 50 jours, les tarifs seront augmentés. C'est clair et sans équivoque. Que se passera-t-il si la Russie ne cesse pas la guerre en Ukraine dans ces 50 jours ? Si aucun accord de cessez-le-feu n'est conclu, des tarifs stricts et des sanctions secondaires seront imposés. Le ministre indien du pétrole, Hardeep Singh Puri, a déclaré qu'en cas de sanctions secondaires contre la Russie et ses partenaires, l'Inde renoncera facilement au pétrole russe. Il existe de nombreuses autres sources de pétrole sur le marché mondial, ce qui permet à l'Inde de diversifier ses achats et de ne pas dépendre de la Russie. En février 2022, lorsque le conflit entre la Russie et l'Ukraine a commencé, l'Inde achetait seulement environ 0,2% du pétrole russe. Aujourd'hui, cette part a considérablement augmenté, mais l'Inde a élargi la liste de ses fournisseurs, passant de 2 pays à environ 40. C'est un signe de diversification. Le ministre est convaincu que le prix du pétrole baissera grâce à l'arrivée sur le marché d'un grand volume de pétrole et aux sanctions contre les grands fournisseurs. 2 grands fournisseurs de pétrole sont sous sanctions, l'Iran et le Venezuela, ce qui affecte le marché pétrolier international. Plus de pétrole provenant de l'hémisphère occidental entre sur le marché, de pays comme le Brésil, la Guyane et le Canada, qui ne sont pas membres de l'OPEP. La réponse à la question de la durée des sanctions et des changements dans l'industrie pétrolière est la suivante. Le marché évolue et les sanctions ne sont pas éternelles. L'Inde continuera de s'adapter aux nouvelles conditions en élargissant la liste de ses fournisseurs et en exploitant les opportunités du marché pétrolier mondial. Je ne m'inquiète pas du tout. Si quelque chose arrive, nous y ferons face. En attendant, Donald Trump se prépare à un voyage en Écosse, a déclaré Karoline Leavitt. Le président Trump se rendra en Écosse, où il visitera Thornbury et Aberdeen du 25 au 29 juillet. Lors de sa visite, il rencontrera le Premier ministre Starmer. L'objectif de la réunion est de préciser les détails du grand accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni. De plus, le président et la première dame effectueront une visite d'État du 17 au 19 septembre. Ce voyage sera la 2e visite d'État officielle du président Trump. Il se sent très honoré et attend avec impatience la rencontre avec Sa Majesté le Roi au château de Windsor. Pour l'instant, le Premier ministre britannique Keir Starmer reçoit le chancelier allemand Friedrich Merz. Lors d'une conférence de presse conjointe, ils ont promis de renforcer le soutien à l'Ukraine. Nous avons signé ensemble le traité de Kensington, le premier grand traité bilatéral de l'histoire entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, 2 grandes nations européennes modernes. Ce traité exprime les objectifs et les valeurs communes des pays. En outre, il contient un plan d'action pratique composé de 17 grands projets, pour améliorer concrètement la vie des gens. C'est un traité historique, une déclaration d'intention et d'ambition. Nous travaillons également ensemble sur la question de la migration illégale, et je tiens à remercier Friedrich pour son leadership à ce sujet. Il a été promis de prendre des mesures décisives pour renforcer la législation allemande cette année. Cela permettra de confisquer les petites embarcations liées au transport vers le Royaume-Uni, qui enfreignent les routes. À mon profond et constant regret, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Cet événement a changé le paysage politique et a engendré de nouveaux défis pour l'Europe. La Russie sape les fondements du système de sécurité européen, et les relations transatlantiques subissent des changements sans précédent. Dans ces conditions, nous nous efforçons d'assurer la liberté et la sécurité de nos pays. Le traité signé aujourd'hui vise à protéger la liberté, la sécurité et la prospérité de nos 2 États, renforçant la coopération entre eux dans les nouvelles réalités. Notre rencontre a été l'occasion de rediscuter de la situation en Ukraine, qui reste une question clé de l'agenda international. Le président Trump a récemment lancé une initiative importante sur ce sujet. Les États-Unis sont prêts à fournir des armes à l'Ukraine, financées par des partenaires européens. L'Allemagne prévoit de contribuer de manière significative à ce soutien. Il est nécessaire de discuter au plus vite des détails de la coopération avec les partenaires, afin de bien comprendre comment les États-Unis compenseront les armements transférés par les pays européens. Je remercie le président Trump pour avoir confirmé sa volonté de poursuivre les livraisons d'armes à l'Ukraine ces derniers jours, ce qui renforce le soutien international. Nous avons convenu que l'Europe fournira à l'Ukraine de nouveaux systèmes, Patriot, qui seront ensuite remplacés par les États-Unis, afin de préserver la capacité de défense européenne.
Des négociations sont en cours entre les ministres de la Défense pour la mise en œuvre technique de cet accord et pour assurer un soutien fiable à l'Ukraine. Le président américain a confirmé l'aide militaire à l'Ukraine le week-end dernier. Le soutien discuté inclut la défense anti-aérienne et les systèmes à longue portée pour renforcer la protection du pays. Cela s'appelle la neutralisation à longue distance. L'Ukraine recevra prochainement une aide supplémentaire importante, grâce à des partenariats industriels déjà conclus. Moscou ne prend pas en compte les menaces après la déclaration de Trump sur un cessez-le-feu de 50 jours. Sinon, des sanctions suivront, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Le régime de Kiev perçoit ces décisions de l'Occident collectif comme un signal pour poursuivre le massacre, refusant les négociations et les aspirations pacifiques. Une livraison supplémentaire d'armes pourrait provoquer une escalade des activités terroristes. L'armement occidental fuit le territoire ukrainien, ce dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Le langage des ultimatums, du chantage et des menaces est inacceptable pour la Russie. Le pays prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger ses intérêts. Dans ces conditions, la tâche d'atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale, visant la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, devient seulement plus pertinente et importante. Vous savez, des contreparties internationales ont imposé un nombre sans précédent de sanctions et de restrictions contre notre pays. Elles sont déjà des milliers, et si l'on compte les sanctions secondaires, elles sont innombrables. En raison de ce nombre de sanctions, les menaces nouvelles sont perçues dans notre pays comme une affaire courante. Nous avons appris à y répondre et les considérons illégales. Mais nous ne les acceptons pas. Je pense que je n'ai rien dit de nouveau. Je répète simplement ce dont on a déjà informé à plusieurs reprises. La position de la Russie reste inchangée concernant les sanctions et les menaces. Donald Trump a changé sa position sur la Russie sous l'influence de Keith Kellogg et du secrétaire d'État Mark Rubio, écrit le journal The Telegraph. Les faucons républicains ont travaillé plusieurs mois là-dessus. L'envoyé spécial Keith Kellogg est arrivé à Kiev lundi. Il prend l'avant-scène et, avec Mark Rubio, définit une nouvelle approche de la situation, rapporte The Telegraph. Une source diplomatique a noté que la semaine dernière, Kellogg joue un rôle de plus en plus important, tandis que Witkoff est occupé par des négociations avec l'Iran sur le programme nucléaire. Les républicains, qui critiquaient auparavant l'aide américaine à l'Ukraine, ont accueilli avec un optimisme prudent la nouvelle approche définie par Kellogg et Rubio. Le plan prévoit la fourniture d'armes américaines pour les besoins de la guerre via leur achat par d'autres pays de l'OTAN, rapporte Fox News. C'est déjà en soi un fait positif. L'OTAN achète des armes aux États-Unis, ce qui signifie que les pays européens, souffrant de la guerre, sont réellement impliqués dans le processus. Ce ne sont pas simplement les fonds des contribuables américains. C'est littéralement la vente d'armes aux pays de l'OTAN. Une excellente idée qui permet de soutenir les alliés et de renforcer la défense sans transfert direct de fonds à l'Ukraine. Pendant ce temps, les négociations entre Kiev et Washington sur un accord majeur se poursuivent, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans une interview au New York Post. Selon Zelensky, les États-Unis pourraient acquérir des drones ukrainiens testés en conditions de combat, ce qui pourrait devenir une coopération avantageuse. En échange, l'Ukraine est prête à acheter une large gamme d'armements américains, et un échange d'expérience et de technologie dans les systèmes aériens modernes est également discuté. L'Ukraine est devenue la meilleure au monde dans certains types de drones grâce à la guerre, à l'armée, aux entreprises, aux ingénieurs, et à la lutte technologique contre les Russes. Les Russes ont également fait des progrès significatifs dans la production de drones, disposant de réserves financières, mais l'Ukraine fait de grands pas technologiques malgré des moyens financiers moindres. Aujourd'hui, de nouveaux plans et stratégies sont discutés en Ukraine pour augmenter la production de drones, visant à développer et renforcer le potentiel de défense. Des centaines d'entreprises sont de véritables fabricants, et non de simples testeurs de produits. Beaucoup créent quotidiennement de nouvelles solutions technologiquement avancées, ce qui est important pour le développement du secteur. Le financement supplémentaire est extrêmement important pour nous. Nous avons entamé des négociations avec des partenaires pour lancer nos lignes de production à l'étranger, afin d'élargir nos capacités. J'avais une ligne de production et une conversation avec le président Trump. Nous comptons sur un méga accord sérieux avec les États-Unis dans le domaine des technologies. Le président des États-Unis et les experts militaires comprennent que la technologie est nécessaire au peuple américain et doit faire partie du système de défense, car la nouvelle guerre est technologique. Les drones sont nécessaires pour la défense, pas pour être utilisés dans des pays qui ne sont pas en guerre. L'essentiel est leur présence dans le système de défense pour la sécurité. Nous avons convenu avec le président de travailler sur un accord, afin que l'Ukraine puisse vendre aux États-Unis un grand nombre de drones pour la défense. En retour, je discute avec le président Trump de l'achat d'armes pour l'Ukraine, principalement des systèmes de défense aérienne, qui sont les meilleurs au monde et fabriqués aux États-Unis. Il me semble que c'est un véritable méga accord, bénéfique pour les deux pays,
ouvrant de nouvelles opportunités dans la coopération technologique et militaire. L'envoyé spécial du président Trump, Keith Kellogg, a examiné les capacités technologiques de l'Ukraine avec Alexander Kamyshin et Herman Smetanin. Ils ont visité une partie de la base de défense ukrainienne, évalué le potentiel et les possibilités de coopération militaire future. Anna Gvozdyar a vu de ses propres yeux le processus de création et de développement des drones ukrainiens. Ce sont des innovations impressionnantes, surtout dans le domaine des drones, qui donnent le ton dans la nouvelle ère de la guerre. La vitesse des innovations et la capacité de réutilisation des drones sont impressionnantes. L'industrie de la défense ukrainienne devrait prêter attention à ces réalisations et s'adapter aux nouvelles conditions. Keith Kellogg a visité l'un des polygones militaires des forces de défense ukrainiennes, où il a assisté à des exercices avec le commandant de la garde nationale, le général de brigade Alexandre Pivnenko. Dans une vidéo publiée par le service de presse du ministère de l'Intérieur ukrainien, on voit une observation conjointe des exercices. Pivnenko a exprimé sa gratitude aux États-Unis pour leur soutien et leur aide au renforcement de la défense du pays. Keith Kellogg a réagi au remaniement ministériel dans le gouvernement ukrainien, remerciant le Premier ministre Denis Shmyhal pour son leadership stable et son dévouement à l'État. Kellogg espère la poursuite de l'amitié et du partenariat avec l'Ukraine, lorsque Denis Shmyhal deviendra ministre de la Défense pour la sécurité et la souveraineté du pays. Jeudi 17 juillet, la Verkhovna Rada d'Ukraine a voté pour la nomination de Yulia Sviridenko en tant que nouvelle première ministre. 262 députés sur 450 ont voté en sa faveur. La candidature de Yulia Sviridenko a été proposée par le président Volodymyr Zelensky dans le cadre du plus grand remaniement gouvernemental depuis le début de l'invasion russe. Gloire à l'Ukraine. Merci. Merci Monsieur le Président, merci à tous les présents. L'Ukraine a besoin d'une plus grande force propre pour transformer le système et l'avenir. Nous nous sommes concentrés sur la défense et la production d'armes afin d'augmenter la part de la production nationale accessible à nos soldats. Actuellement, près de 40% des armes utilisées sont produites en Ukraine. Dans 6 mois, ce chiffre devrait atteindre au moins 50%. Le nouveau gouvernement procédera à un audit de tous les accords et contrats dans le secteur de la défense. L'objectif est de réaliser 100% des projets dans l'intérêt de l'Ukraine. Nous devons fournir aux Ukrainiens tous les outils nécessaires pour défendre l'indépendance et la vie du pays. Nous sommes convaincus que cette tâche sera accomplie. Sviridenko a une expérience de collaboration avec des hauts fonctionnaires américains, ce qui est important pour notre succès. En avril, elle a signé un accord avec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, accord qui donne aux États-Unis un accès prioritaire aux ressources minérales ukrainiennes. Cet accord aidera à attirer des investissements pour la reconstruction du pays et soutiendra la croissance économique après les hostilités. C'est un grand honneur pour moi de diriger le gouvernement ukrainien. Notre cabinet ministériel prend la direction d'un pays qui repose fermement sur ses bases militaires, économiques et sociales. Mon objectif clé est d'obtenir des résultats positifs concrets que chaque Ukrainien ressentira dans la vie quotidienne. La guerre ne laisse pas de place à l'hésitation. Nous devons agir rapidement et résolument. Nos priorités pour les 6 premiers mois sont claires. Assurer la fiabilité de l'armée et étendre la production nationale d'armes. Nous cherchons également à renforcer la puissance technologique des forces de défense et à appliquer la même urgence au développement économique du pays. Nous faisons tout notre possible pour soutenir les entreprises ukrainiennes afin d'accélérer la reconstruction et de renforcer l'économie en période de crise. Dans cette direction, des actions rapides et tangibles sont nécessaires. Une déréglementation complète, la fin de la pression illégale sur les entreprises, l'accélération de la privatisation à grande échelle et la mise en œuvre d'outils de soutien efficaces. L'objectif est clair. Made in Ukraine doit devenir un symbole de force dans un plus grand nombre de produits, de secteurs, et sur de nouveaux marchés, renforçant ainsi le potentiel économique du pays. De plus, nous avons commencé à optimiser l'appareil d'État et lançons un audit complet des dépenses publiques pour réaliser de réelles économies sans loyauté politique. Seulement des chiffres et des résultats. Je remercie le président Volodymyr Zelensky pour sa confiance, le Parlement pour son soutien, Denis Shmyhal et son équipe pour leur service. Nous continuons à travailler pour la victoire et la reconstruction de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a également annoncé une nomination importante. Olga Stefanishyna, vice-première ministre chargée de l'intégration euro-atlantique, sera la nouvelle ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis. En attendant les formalités de nomination, Stefanishyna deviendra envoyée spéciale du président aux États-Unis pour développer les relations avec Washington. C'est un grand honneur pour moi d'accepter cette nomination du président Zelensky en tant qu'envoyé spécial pour la coopération avec les États-Unis. Je suis reconnaissante pour la confiance et déterminée à travailler sans relâche. Ma mission est de renforcer le partenariat, de soutenir la dynamique des relations bilatérales et de promouvoir des initiatives économiques mutuellement bénéfiques entre l'Ukraine et les États-Unis.
J'attends avec impatience de collaborer avec les partenaires à Washington pour travailler à la modernisation et au développement, même en temps de guerre, pour la prospérité du pays. Récemment, les habitants de Kiev ont été surpris de voir dans le ciel un phénomène inhabituel, symbole de nouvelles opportunités et de changements, malgré les difficultés de la guerre. Pour la première fois depuis le début de l'invasion à grande échelle, l'AN-124 a été transféré en Allemagne. La société Antonov a annoncé que l'appareil Ruslan a subi une profonde modernisation avec le remplacement des pièces russes. Depuis 2021, tous les composants russes clés de l'avion ont été remplacés par des équivalents occidentaux et ukrainiens. La modernisation a été suspendue en raison de l'invasion russe, mais a ensuite repris. La modernisation a été achevée en juin de cette année. L'avion a été fabriqué en 1994. Il totalise plus de 21 000 heures de vol et 5 500 missions. Les commentateurs se demandent si cela est normal et s'interrogent sur l'ouverture de notre espace aérien. Certains ne comprennent pas la situation actuelle, ni les conditions. Les Ukrainiens se sont adaptés à la vie en temps de guerre en 3 ans et demi, tandis que les Russes ne font que s'y préparer. Le Kremlin a confirmé que l'accès à Internet sera réduit pour des raisons de sécurité. Tout ce qui concerne la sécurité des citoyens est considéré comme prioritaire. Les menaces existent et sont évidentes, les actions du régime de Kiev sont claires et constantes. Des mesures doivent être prises. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Un jour, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos.